Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bien, c'est parti. Aujourd'hui, on est donc chez Roselier avec Jonas Valla. Tu es Global Marketing and Communication Manager. Bonjour Jonas. Bonjour Louis-Marie. Alors écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui autour de ton parcours et autour de cet emblématique producteur de whisky français. Je dis producteur parce que vous avez quand même un savoir-faire qui dépasse largement la distillation et le vieillissement. Vous êtes vraiment remonté dans la chaîne de valeur pour maîtriser chaque étape. Toutes les étapes, c'est vraiment c'est notre point fort aujourd'hui, c'est qu'on maîtrise toutes les étapes de production. Et un tracteur passe derrière nous, c'en est la preuve. Nous sommes en pleine moisson, donc les bennes vont et viennent au rythme de la moisson. Voilà. Superbe. Écoute, si tu le veux bien, l'idée c'est peut-être de commencer un peu avec ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux ? Pas du tout. C'est vraiment, c'est né d'une passion. Je suis arrivé là. Ça fait 1 an et demi que je suis en poste chez Roselier. J'ai un parcours pour le moins atypique. J'étais enseignant en éducation nationale pendant 15 ans. Mais parallèlement, je me suis intéressé à l'univers des spiritueux depuis 2012, je dirais, un petit peu avant 2010, ouais, peut-être. Il y a eu un élément déclencheur assez marquant, c'est la série Mad Men. C'est vraiment ça qui m'a fait plonger dans les spiritueux. Je repense à Don Draper, donc le héros de cette série, qui tous les soirs sirotait un Old Fashioned ou un Dry Martini. En fait, ça m'a donné le goût du cocktail. C'était plus lié à l'attitude de ce personnage que le goût des cocktails que je n'imaginais même pas. Mais je trouvais qu'il avait une classe folle et je me suis dit, faut que j'essaye ces boissons, quoi. Et j'ai commencé à faire des cocktails à la maison, vraiment. Alors, c'était très modeste, à ma petite échelle. C'était très raté, avec du recul quand on y repense. Et j'ai commencé comme ça dans l'univers des spiritueux par le prisme des cocktails, pas du tout par le whisky. J'étais pas du tout dans le whisky. Et puis un ami qui était vraiment dans le whisky à cette époque-là m'a fait découvrir des choses extraordinaires, des choses introuvables aujourd'hui, des Port Ellen, des Karuizawa. On buvait ça comme si c'était du Cardoux aujourd'hui, quoi. Donc j'ai eu accès très vite à des choses magnifiques et on a eu envie de lancer un blog. Ça, c'était en 2012. Donc on a lancé un blog qui est encore en ligne, même s'il est plus alimenté, qui s'appelle WhiskyLeaks. Et donc lui écrivait surtout, on était 3, donc il y en avait un qui était très orienté whisky, moi plutôt cocktail, et le troisième qui était plutôt orienté sur les liens entre littérature et boissons spiritueuses. Voilà. Le blog a bien fonctionné assez rapidement. Le blog a bien fonctionné, si bien qu'en 2016 on m'a proposé d'intégrer des rédactions de magazines spécialisés. J'ai travaillé en premier lieu pour Bar Mag, mais aussi pour Whisky Mag par la suite, pour Caveman aussi, le lancement, parce qu'après très vite j'ai bifurqué, pour des dossiers, pour des marques aussi, pour des catalogues de marques. Bon, voilà. J'ai commencé à graviter un peu dans cet univers. C'est un petit monde, on a vite fait de rencontrer tout le monde, surtout avec cette position de journaliste, je mets ça entre guillemets, j'ai jamais été journaliste professionnel, mais voilà, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de monde et la question s'est posée il y a 2 ans, je dirais, d'évoluer, d'arrêter l'éducation nationale parce que j'étais enseignant, donc à temps partiel, le reste du temps j'écrivais et j'étais plus du tout satisfait de mon poste dans l'éducation nationale. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans les spiritueux parce que c'est ça qui m'anime en fait, c'était une vraie passion. Et bon, il a fallu faire des choix. Le journalisme, ça reste précaire. C'était pas. Moi, j'ai une famille, donc je pouvais pas me permettre d'avoir des rentrées d'argent très variables. Il me fallait un job
un job fixe, un CDI. Et j'ai regardé ce qui se faisait. Moi, c'était évident pour moi que c'était l'univers du whisky. C'était évident pour moi que ce serait dans le whisky français parce que je me voyais pas travailler pour des multinationales tout de suite. Je pense que pour débuter, pour une reconversion, c'était clairement pas l'idéal dans ces boîtes où il y a beaucoup de process j'avais besoin de quelque chose de plus humain. J'ai vu un poste de brand ambassadeur chez Roselier. J'ai tout de suite appelé Christophe Dupic que je connaissais déjà, que j'avais interviewé plusieurs fois en tant que journaliste. Voilà, j'ai passé toutes les étapes et j'ai été et ils m'ont fait confiance et j'ai pu intégrer la société Roselier en juin 2020. Voilà. Pour une nouvelle aventure. Exactement. Ok, et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux un peu nous présenter en quelques mots Roselier ? Roselier, c'est quand même c'est une société à part dans le paysage du whisky français. Alors à part oui et non, mais on est sur une société familiale depuis 6 générations, donc il y a vraiment un ancrage au territoire qui est impressionnant ici. On est à Roselier, on est dans un village minuscule, 190 habitants, perdu entre Nancy et Épinal. Et on voit que il y a une espèce de dynamique autour de cette entreprise familiale depuis 6 générations, depuis 1860. D'abord autour de la Mirabelle, l'eau de vie de Mirabelle, qui est emblématique dans la région. C'est vraiment le fruit emblématique, c'est la Mirabelle. Et la maison Roselier, la maison. Faut savoir que les whisky Roselier, la SARL, le nom de la SARL, la raison sociale, c'est Maison de la Mirabelle. Voilà. Historiquement, c'est la Mirabelle. Donc, il y a 35 hectares en propriété de Mirabelle avec de la production d'eau de vie. Ça, c'est vraiment la base de tout ici. Et l'activité a évolué au fil du temps, mais on est vraiment sur une société familiale à échelle humaine où les décisions se prennent ensemble, avec un aspect humain très important, un rapport à la terre très particulier parce que justement on est dans une famille d'agriculteurs, ça c'est essentiel ici, avec la culture de verger, la culture de Mirabelle, il y a 35 hectares de verger, et parallèlement une exploitation céréalière avec plus de 250 hectares de céréales. On est dans une ferme. Et ça, c'est génial, en fait. Ça fait vraiment la différence. On est ancré, on a les pieds dans la gadoue. Ouais. Ok. Et la jeunesse du projet, quel a été un peu l'élément déclencheur de se dire, on a de la Mirabelle, on a, j'imagine, quand même tout pour faire du whisky Bien sûr, à proximité. Évidemment. On est dans une région où il y a une tradition brassicole importante. La Lorraine, il y a cette tradition-là avec des orges à Malte qui sont présentes partout dans la région. On est sur une terre céréalière. Donc, comme je vous l'ai dit, nous à Roselier, on a 250 hectares de céréales. Et en fait, le cheminement, il est évident, quoi. La question se pose même pas. On avait cette entreprise qui était tournée sur la Mirabelle avec en parallèle une activité céréalière. Et donc Hubert Gralet, le papa de Sabine, qui est décédé en avril dernier, et donc Sabine qui a repris l'exploitation en 2000. Donc Hubert, lui, avait vraiment tout misé sur la Mirabelle quand il a repris l'exploitation dans les années 70, et il a investi dans des alambics charentais. On peut le dire, beaucoup trop gros pour la production de Mirabelle. C'était démesuré, en fait. Il n'y avait pas besoin d'avoir de tels engins pour distiller pour notre production de Mirabelle. Toujours est-il que ça a été super utile par la suite, parce que donc quand Sabine, sa fille, a repris l'exploitation avec son mari Christophe, eh bien Christophe, passionné de whisky, s'est dit on a des alambics, on a de l'orge. J'adore le whisky, et Christophe a visité une centaine de distilleries en Écosse. Il est vraiment piqué au whisky, c'est un fan. Il avait tout. Il avait l'orge, il avait les alambics. Bon, c'était une évidence en fait. C'était une évidence de se lancer dans le whisky. C'était pas. Faut se replacer dans le contexte. On est au tout début des années 2000. La catégorie whisky français, elle n'existe pas. Il y a bien quelques distilleries qui existent déjà, qui produisent, mais c'est pas une catégorie porteuse à cette époque-là. Christophe aurait demandé des financements à la banque, tout le monde lui aurait rionné parce que personne n'aurait cru en cette catégorie à cette époque-là. Mais heureusement, grâce à Hubert et ses alambics, ça nécessitait pas de très gros investissements. Ouais, bon, pour se lancer. Ensuite, il a fallu investir massivement pour se professionnaliser, on va dire. Mais c'était vraiment une évidence en fait. On avait tout sous la main. On avait tout sous la main pour se lancer dans le whisky. Voilà.
Et aujourd'hui, alors, on le disait un tout petit peu au début, vous vous présentez comme une ferme, distillerie, malterie depuis 6 générations. Vous avez un vrai savoir-faire qui dépasse le début avec juste la distillation, je dirais. C'est quoi un peu les grands piliers de Roselière aujourd'hui? Alors, c'est vrai que ces 3 mots, ils nous résument assez bien, hein. Ferme, malterie, distillerie. Alors bon, on peut les mettre dans l'autre sens, ça change pas grand-chose, mais la ferme, c'est la base de l'activité de la Maison de la Mirabelle, avec, je vous en ai parlé déjà, cette exploitation agricole céréalière. Faut pas oublier que derrière la distillerie, le bâtiment juste derrière, il y a un hangar, il y a la moissonneuse-batteuse qui est garée. Pas aujourd'hui, parce qu'elle tourne, elle est dans les champs. On a les tracteurs. Voilà. On est dans une ferme, donc ça c'est évident. Là, voilà. La distillerie, c'est aussi une activité historique de la maison, et mais on a vu que entre l'orge et la distillation, il y a quand même pas mal d'étapes. Et comme on est dans une famille qui aime faire les choses, qui aime bien aller au fond des choses, et qui aime bien maîtriser l'ensemble des processus, Christophe a été vraiment au bout, hein. Il s'est dit, je veux intégrer toutes les étapes de production en propriété pour avoir une traçabilité, pour savoir exactement ce que je fais, quoi. Ce que devient mon produit. Donc il a fallu intégrer une brasserie, évidemment, parce qu'au tout début, il n'y avait pas de brasserie à Roselière. Il a fallu faire venir de la bière, en fait, acheter de la bière directement. Donc il y avait pas, la traçabilité était pas impeccable en termes de grains. On savait pas si c'était notre grain précisément qui entrait dans la composition de la bière. Ça, c'était le premier couac. Donc il a fallu intégrer une brasserie. Très bien, ça a été fait assez rapidement. Et c'est pas le plus compliqué d'ailleurs, hein, apprendre à brasser. Bon, il y a quelques détails techniques, mais c'est pas la partie la plus compliquée. Le savoir-faire en matière de distillation, il existait depuis 6 générations, donc ça c'était pas un problème. Par contre, les nouveaux savoir-faire qu'il a fallu intégrer au-delà de la brasserie, c'est le maltage très vite, parce qu'on s'est aperçu, Christophe s'est aperçu que quand il envoyait son orge se faire malter dans des grosses malteries, ce qui lui revenait, ce n'était pas exactement son orge. En fait, ils ont des capacités de production qui sont telles qu'ils mélangent un peu les productions. Et donc, en calibrant les grains, Christophe voyait bien que le malt qui revenait ne venait pas que de son orge. Donc ça, c'était une réelle frustration de se dire que dans son whisky, il n'y avait pas que son orge. Donc il s'est dit, c'est impossible que je n'ai pas ce niveau de traçabilité, donc je vais intégrer la malterie en propriété. C'est un tout autre savoir-faire, ça a pris du temps. C'est un projet qui est né en 2014, ça a été opérationnel que début 2018. C'est un autre savoir-faire, très technique cette fois-ci. Et il y a vraiment cette volonté, en fait, Roselière, c'est ça, quoi. C'est cette volonté de tout maîtriser. Ça, c'est essentiel. Faut pas oublier que Christophe est ingénieur de formation, et tout ce qui est process de production, là, vraiment, c'est son dada, quoi. Voilà, il adore ça, quoi. Investir dans l'inox, il aime ça, oui. Il aime ça. Donc il y avait cette volonté vraiment de tout maîtriser et de pas être tributaire des autres, d'être aussi autonome, d'avoir cette indépendance sur les matières premières. On n'achète rien, nous, à Roselière. On achète un peu de levure pour faire partir la fermentation. Et on achète un peu de tourbe parce que la tourbe en France on n'a pas le droit d'exploiter pour des raisons légales. En fait, c'est juste des zones humides protégées. Donc on peut pas exploiter ça. Donc on achète de la levure et de la tourbe et c'est tout. Le grain on le produit, l'orge, voilà, on produit l'orge et on la malte, on fait tout. Ouais, vous maîtrisez vraiment tous les aspects, toute la chaîne de valeur de l'élaboration. Toute la chaîne, on embouteille évidemment. Et vous embouteillez. Ouais. Évidemment. Et c'était essentiel en fait. Et Roselière, c'est ça en fait. C'est cette maîtrise intégrale. J'insiste sur le intégral. Il y a rien, même la ferme, même sur la propriété agricole, il n'y a pas de fermage. Les terres sont à nous. Il y a pas de location. Il y a pas de le terre du voisin qui. Non. C'est en intégralité. J'insiste là-dessus. Voilà. C'est quand même quelque chose. Ouais, c'est un vrai aboutissement d'un projet quand même de très long terme. C'est une vision globale, c'est une façon de penser la terre aussi, c'est un rapport à la terre, c'est une façon de se projeter sur ce rapport à la terre et d'aller au bout. En fait, c'est ça qui est génial quand on vient à Roselière, on voit que le produit, on peut retracer toute l'histoire du produit. Hier, j'étais en moisson, j'étais accompagné quelqu'un en moisson pour qu'il voit ce que c'était. On voit le champ. On voit l'orge, on voit l'orge récoltée. J'ai été hier aussi à la malterie. On voit ce qu'on fait de l'orge et tout le process en fait, on peut le voir chez nous. On cache rien parce qu'on fait tout en fait. Et ça c'est unique, c'est quasiment unique.
et ça crée une valeur dingue en fait. Ça crée une valeur dingue, cette traçabilité, et c'est une façon de faire les choses aussi. C'est une façon honnête de travailler, et c'est essentiel. C'est essentiel. Ce rapport à la terre, on retrouve ce rapport à la terre dans nos whiskies en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et effectivement, peut-être dans ce rapport, je dirais, au produit originel, il y a quelques minutes, tu m'as fait sentir le New Make qui sortait de l'alambic, et il y a vraiment, et je trouve que c'est ultra marquant, un profil aromatique qui s'en dégage. Qui est assez incroyable. Tu peux nous en parler? Il y a un style roselier. Clairement, il y a un style roselier. Ça, c'est hyper important. Je le vois, je m'en aperçois tous les jours un peu plus, même quand je fais déguster nos eaux de vie. Ça m'arrive d'aller chez des clients, de faire déguster toute notre gamme de whisky qui est large. Bon, peut-être pas tous, mais allez, beaucoup. Plus les eaux de vie. Et on retrouve ces profils aromatiques même sur les eaux de vie. Alors c'est lié à plein de choses, c'est lié à la qualité de l'orge, c'est lié aux techniques de maltage, mais c'est aussi avant tout lié à la forme de nos alambics, qui donne vraiment un style, à nos eaux de vie, que ce soit les eaux de vie de fruits ou de malt. C'est vraiment sur la technique de distillation qu'on arrive à avoir ce style qui est vraiment très fruité. On a des eaux de vie très fruitées, même sur du malt. Même sur du malt, on va retrouver ce côté fruité, et on a un toucher en bouche très particulier. On a ce gras, cette viscosité, on a ces eaux de vie qui tapissent vraiment. Et ça, c'est le cas sur les eaux de vie de fruits, comme sur nos eaux de vie de malt, et qu'on retrouve évidemment, in fine, dans les whiskies après le vieillissement. On retrouve cette texture en bouche, c'est vraiment le style roselier. Donc c'est le fruit, ce gras en bouche et cette gourmandise. Voilà, ça c'est notre style, inimitable. Et après, tout vient se patiner pendant la phase, je dirais, de vieillissement. Vous avez 5 chais, si je me trompe pas. Alors, on a plusieurs chais de différentes tailles, de différents styles. Là, juste avant de débuter l'enregistrement, on est passé dans le petit chai qui s'appelle la Bergerie, là, qui est au-dessus, juste au-dessus du village. C'est un petit chai, hein. Il y a quelques centaines de fûts, ça reste un petit chai à notre échelle. On a un autre chai à la malterie dans d'autres conditions, c'est intéressant ça, hein, d'avoir plusieurs environnements, parce que en termes de taux d'humidité, c'est déterminant dans le vieillissement des whiskies. On pourra approfondir là-dessus si ça t'intéresse. On a un chai qui est dans notre malterie dans les Vosges. On a un chai dans un fort militaire à côté de Nancy. Voilà. Après, on a des chais partagés dans d'autres régions de France, mais voilà. Et puis on a un micro chai aussi, je l'oublie celui-là souvent. C'est le chai originel de Roselier qui est au-dessus de la distillerie, qu'on appelle le grenier. Là, il y a très peu de fûts dedans, mais il a une certaine importance. Parce que c'est le premier chai, c'est là que les premiers whiskies ont été vieillis. Voilà, c'est le chai historique. Même si aujourd'hui, évidemment, il est totalement déconnecté avec notre production. On pourra y aller si tu veux, mais il y a peut-être 20 fûts maximum. Donc bon, voilà, c'est modeste. Mais il est sous les toits, donc il est très sec ce chai. Et en effet, l'hygrométrie joue énormément sur les vieillissements. Ça donne des eaux de vie très différentes si on est dans un chai humide, dans un chai sec. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, aujourd'hui on a plusieurs milliers de fûts répartis sur un paquet de chais. Ouais. Donc finalement, si je résume un peu, aujourd'hui vous avez vos propres champs, vous avez votre malterie, vous brassez, vous fermentez, vous distillez vos whiskies, naturellement vous les faites vieillir. Oui. Vous embouteillez aussi sur place. Oui. Donc finalement, vous avez une maîtrise qui est totale et qui permet d'assurer la traçabilité de vos whiskies, finalement du grain au verre. C'est ça. Alors bon, ce terme, on l'entend beaucoup, tout le monde dit le whisky du champ à la bouteille, de la terre au verre. On l'entend beaucoup, à tort et à raison. Bon, voilà, on va pas. C'est un terme qui est un peu rentré dans le langage courant. Tout le monde dit qu'il fait du whisky du champ à la bouteille. Et alors, c'est souvent vrai. Hein. On n'est évidemment pas les seuls à travailler de cette façon, à produire également de l'orge. Mais nous, voilà, on a une démarche jusqu'au boutiste, notamment avec l'intégration de la malterie. Ça, c'est beaucoup plus rare. Les maisons qui ont intégré les malteries, c'est un autre savoir-faire. Ça n'a rien à voir avec le travail de la distillation, de l'élevage. C'est vraiment des savoir-faire très spécifiques. Et ça, c'est vraiment unique. C'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir intégré le maltage en propriété. Ouais. Ce qui a été un sacré investissement. Qui a été un sacré investissement, qui a été une montée en compétences aussi. Alors on peut toujours en trouver d'autres. Hein. Il nous manquera toujours quelque chose, quoi. Toujours non. Non, on n'a pas de tonnellerie aujourd'hui. On pourrait se dire que pour aller
totalement au bout, il faudrait intégrer une tonnellerie. Mais encore une fois, c'est un savoir-faire, encore un autre savoir-faire. Alors pourquoi pas dans le futur. Rien n'est impossible, hein. Mais voilà, la malterie, c'est vraiment des savoir-faire très spécifiques. Ouais. Ça a pris du temps, beaucoup d'argent, mais on est super content de cet outil aujourd'hui parce qu'on a une traçabilité impeccable. On peut tracer le grain à la parcelle, voilà, ce qui est pas donné à tout le monde. Ouais. Parce que dès lors qu'on passe par l'étape malterie externe, on sait plus trop ce que devient le grain. On sait plus trop. Ça se mélange. Ça se mélange. C'est des grosses capacités de production. Alors bon, il y a quand même pas mal de petites malteries qui se montent et qui vont être à même d'avoir une très bonne traçabilité. Mais tant qu'on passe par les gros malteurs industriels, c'est très compliqué d'avoir une traçabilité fiable. Voilà. Et donc tout ça, ça vous a permis de lancer finalement l'année dernière vos premiers whisky parcellaires. C'est un peu l'aboutissement de toutes ces années de structuration, d'investissement, de montée en compétences. Comment déjà, peut-être pour commencer, tu peux nous présenter vraiment ce projet de whisky parcellaire? Mais tu l'as très bien dit, c'est vraiment l'aboutissement de 20 ans de boulot. C'est quand on met les étapes les unes après les autres, toutes, la culture de l'orge, le maltage, le brassage, à la fin, on a un tel niveau de traçabilité qu'on peut justement mettre en avant ce travail. On peut montrer ce qu'on fait avec ce whisky-là. Ce whisky, dans les grandes lignes, c'est un whisky qui est produit champ par champ, donc parcelle par parcelle. C'est une façon pour nous, encore une fois, toujours ce rapport au territoire, à la terre, de mettre en avant l'influence du sol sur le goût du whisky, parce que là, on a de la chance, nous. Il y a une faille géologique juste en bas, là. On a 4 types de sols sur l'exploitation. On est au sud du plateau lorrain, donc sur le plateau lorrain, on a des sols argilo-calcaires. Quand on descend, on va trouver des sols beaucoup plus argileux. On a un volcan avec cette faille géologique qui est juste en face de nous là, qui nous donne des sols volcaniques avec de la roche basaltique. On a un ruisseau qui va nous apporter des limons pour des sols beaucoup plus limoneux. On a cette diversité de sols qu'on connaît nous en tant qu'agriculteurs, parce que c'est du quotidien, ça c'est depuis tout le temps. Ces sols on les connaît, on sait qu'on travaille pas de la même façon un sol argileux qu'un sol limoneux. Ça se travaille pas de la même façon, ça donne pas les mêmes choses. Et en fait, le whisky parcellaire nous permet de mettre en avant cette diversité de sols qu'on connaît depuis tout le temps ici. Et c'était un pari, mais sans en être un, on savait bien qu'il y aurait une différence en termes de goût entre une orge qui pousse sur un sol argileux et sur un sol limoneux. On le savait bien. Il n'y avait pas besoin d'attendre le vieillissement. On savait très bien qu'il y aurait une différence. Ça, c'est l'expérience sur l'exploitation agricole qui parlait là-dessus. Et donc, ce projet, c'est ça. C'est de faire du whisky champ par champ, en mettant en avant un type de sol pour voir quelle est vraiment l'influence du sol sur le goût du whisky. Et ça marche. Évidemment que ça marche. Entre les whiskies, entre le limoneux qu'on a sorti l'année dernière et l'argileux, on a des profils qui sont différents. Alors, on fait pas ça pour la science, évidemment. On nous dit, oui, est-ce que tout est fait exactement pareil? Alors, oui, les process sont les mêmes. Bien entendu que les process sont les mêmes. Mais ce sera pas forcément toujours le cas. On n'aura pas forcément à chaque fois exactement la même variété de céréales. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est des familles de sols. Voilà, c'est ça, on revient toujours à ce rapport à la terre. Et ça fonctionne. Sur le limoneux, on a quelque chose de très herbacé, végétal. Sur l'argileux, on a un profil beaucoup plus pâtissier, gourmand. Et là, on va voir cette année, en septembre 2022, donc on sort un nouveau whisky limoneux et on sort un argilo-calcaire. On va encore aller sur un autre profil, quelque chose de plus minéral, a priori. Voilà. Et ça, on s'en aperçoit dès la distillation. Il n'y a pas besoin d'attendre le vieillissement. Quand ça sort de l'alambic, déjà, on voit qu'on a des profils qui sont marqués. Le vieillissement, il va pas chercher à donner une direction au produit, il va chercher justement à souligner les caractéristiques du sol. On est sur des fûts de 3e remplissage, justement pour qu'il n'y ait pas trop d'influence du fût, pour rester sur ce côté très très céréal, très matière première. Avec ça, on veut revenir à la source du whisky sur des choses qui sont vraiment orientées matière première. Pendant longtemps, on nous a parlé de fûts, mais en fait, tout ça, c'est aussi lié à l'histoire de l'industrie du whisky, parce que les Écossais sont retrouvés avec des stocks énormes après la crise des années 80, donc ils avaient des stocks de vieux whisky, il fallait nous vendre ces stocks de vieux whisky, et donc on nous parlait beaucoup de bois. Aujourd'hui, les stocks sont plus les mêmes, donc tout le monde recommence à s'intéresser à d'autres choses, mais à une époque aussi, on nous parlait beaucoup d'eau.
toujours trouvé ça un peu survendu, mais bon. Après, c'était le bois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une tendance. Il y a une tendance sur le terroir qui est réelle. On le voit, on n'est pas les seuls à travailler de cette façon. On le voit en Irlande, en France aussi. On n'est pas les seuls. Et il y a des maisons qui font ça, il y a des maisons qui travaillent ça très bien. Alors, pas forcément avec les mêmes partis pris que nous, mais tant mieux. Ça fait de la diversité. C'est aussi la richesse du whisky, c'est ça. Et donc on touche quelque chose d'intéressant. C'est vrai que on est sur du vivant. On voit la bouteille du whisky, mais faut pas oublier que tout part de l'orge. De l'orge. Et c'est du vivant. Et c'est du vivant. Et ça vient du sol. Voilà. Et donc à terme, on peut en fait imaginer avoir une collection finalement de whisky qui représente toute la mosaïque des terroirs de Roselier. C'est tout à fait l'idée. Nous, chaque année, on va sortir 2 à 3 whisky, 2 à 3 parcelles en fait. On a identifié 18 parcelles. Chaque année, on va en sortir 2 ou 3. Ça nous donnera au bout de 7 ans, on aura sorti nos 18 parcelles avec chaque fois des familles de sol. On reste sur ces 4 familles de sol. A priori, on devrait avoir des similitudes entre 2 parcelles limoneuses. On devrait être sur des choses assez proches. Voilà. Donc vraiment, il y a cette volonté de sortir ces 18 parcelles pour pouvoir explorer l'ensemble du terroir de Roselier. Ouais. C'est l'idée, tout à fait. Ah, superbe. Peut-être pour finir, t'en parlais un peu avant de la suite du développement. On parlait rapidement tonnellerie. Oui. Vous travaillez, si je me trompe pas aussi, sur un peu sourcer du bois de la région pour essayer de faire des essais sur différents fûts, c'est bien ça? Alors c'est ça qui est fascinant dans le whisky, c'est que le nombre de facteurs qui vont influer sur le goût final du produit, c'est infini. C'est absolument infini. Il y a la variété d'orge, il y a le type de sol, il y a la façon dont on va brasser, les températures de fermentation, la forme de l'alambic, les températures de chauffe, les coupes. Tout compte, le fût évidemment, et quand on passe sur le bois, là encore, c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre avec une infinité de possibilités. Sur le bois, toujours dans cet esprit whisky ancré, les pieds dans son terroir, on a fait, on aime bien travailler avec le chêne neuf français, et c'est vrai qu'on a deux massifs forestiers sur la commune, et c'était une volonté de notre part de faire des essais avec des chênes issus de ces 2 massifs forestiers qui ont pas les mêmes conditions, parce qu'on n'a pas les mêmes sols. Encore une fois, on en revient toujours au sol. On va avoir des chênes d'un côté avec des grains assez fins, sur l'autre bois, on va avoir des chênes avec des grains plus gros. Ça va évidemment pas donner les mêmes niveaux d'extraction quand on va faire vieillir notre whisky là-dedans. Donc on peut envisager, alors bon, on verra, c'est juste quelque chose, c'est des tests, on verra bien ce que ça donne. On peut envisager de faire du parcellaire au niveau de la forêt, quoi. C'est pourquoi pas, avec un whisky vieilli en fût de bois du bois lalo, en chêne du bois lalo, et de l'autre côté des chênes vieillis, des whisky vieillis en chêne de la forêt de Rétimont. Ouais, tout à fait. On peut envisager ça, on verra bien ce que ça donne. Le champ des possibles, il est infini en fait. Tout est possible. Donc pourquoi pas explorer cette piste. Mais comme on pourrait très bien travailler sur les levures, mais tout en fait. Oui, il y a un nombre de facteurs et de paramètres. Infini, c'est infini. Alors il faut choisir les paramètres qu'on veut changer. On peut pas tout changer d'un coup, autrement c'est pas ce qui a fait évoluer le goût du whisky. C'est vrai que là, on peut, nous sur le bois, il y a toujours de l'expérimentation, bien sûr, c'est important. Ça laisse encore de belles découvertes. Oh non, mais c'est infini. Super, écoute, c'était vraiment très très intéressant. On arrive maintenant à la fin de cet entretien. J'ai encore quelques questions un peu plus personnelles. Oui. Jonas, quel est ton spiritueux préféré? Alors naturellement en dehors du whisky. Évidemment, on va pas parler de whisky. J'ai une appétence très prononcée pour le rhum et le mezcal, mais on va plutôt le mezcal. C'est vrai que je trouve que c'est un spiritueux fascinant. De par son mode de production en fait. Je parle de mezcal ancestral, pas de mezcal industriel. C'est comme le whisky, c'est un travail de patience quand on voit le temps qu'il faut pour qu'un agave se développe. Quand je vois la gueule des alambics qu'ont les bonhommes à Oaxaca, ces alambics en terre cuite, mais c'est incroyable. Les coupes sont pas toujours très clean. On a des produits qui sont alors rustiques à souhait, mais je trouve ça magique. Le mezcal pour moi c'est magique. Ouais. Et la plus grande claque de dégustation que t'aies pris? Sur quel type de spiritueux? Tout type de spiritueux.
J'en ai pris tellement. J'ai des souvenirs d'un Port Hélène, d'un Port Hélène 78 assez magique, qui était au nez, il y avait 0 tourbe, rien du tout, d'une finesse absolue, et en bouche une explosion de tourbe végétale à souhait. C'était magnifique. Mais j'ai eu pareil des Brora. Bon voilà, j'ai eu la chance de goûter de très belles choses. Ouais, un Brora 74 assez magique aussi. Qu'est-ce que j'ai goûté? Un Beaumort 69. Alors les vieux Beaumort, non, il était de 66 d'ailleurs. Les Beaumort post 69, non pré 69 avaient vraiment ce côté tropical, fruits exotiques. Et là-dessus, on était à fond là-dessus. Ce côté whisky tourbé avec ses notes de fruits exotiques, de mangue, c'était magique. Ça n'existe plus tout ça. Voilà. Ça fait rêver. Ok. Et au moment où on enregistre là cet entretien, ça va être le viaduc du 14 juillet. On part tous les deux quelques jours. Quel cocktail tu vas emmener dans ta valise à déguster pour ces quelques jours? Alors, moi, il y a un cocktail qui tourne chez moi toute l'année, mais c'est-à-dire en boucle toute l'année, c'est le Negroni. Je bois à la maison, je bois plus de gin que de whisky. Bon, j'ai le nez, ouais. Non, j'ai le nez dans le whisky toute la journée. C'est vrai que le soir, je décroche un peu. Donc, je suis très gin à la maison, Negroni toute l'année, mais l'été, bon, un peu moins. Et puis il faut pas que ça soit long à faire. Je bois beaucoup de ginto l'été, ouais. Oui. Une valeur sûre. Un bon gin, un bon tonic, beaucoup de glaçons. Alors, un bon tonic, hein, et un bon gin, j'insiste. Et beaucoup de glaçons. Ne jamais lésiner sur les glaçons. Et puis ça fait le job, ça prend 4 secondes à préparer, et puis on est bien. Génial. Bah, allons déguster ce petit gin tonic. En avant. Bon, écoute, un grand merci, merci Jonas. à toi. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Ça se mérite. On vient pas à Roselière par hasard, tu l'as vu. Voilà, on est un peu ravitaillé par les corbeaux, mais c'est ce qui fait le charme du lieu. Et on déconnecte. Au final, on s'aperçoit qu'on est à 2 heures de Paris. Et on est dans un autre univers. C'est exactement ça. Ouais. Le voyage vaut le détour. Voilà. Super. Merci à toi. Merci. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.